Le pouvoir là-bas se transmet, traditionnellement, hein, après ça a changé, le pouvoir là-bas se transmet par les femmes. Les Mais rois quel pouvoir? Le vrai pouvoir, ou politique, un tout petit peu le pouvoir politique, traditionnellement, historiquement, se transmet par les femmes. Sauf qu'elles n'apparaissent nulle part dans tout ce que vous avez énuméré, les chefs, les présidents et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est pour la suite après. Là, je parle de la société traditionnelle. D'accord. Et puis après, effectivement, après, on se retrouve après, depuis 1841, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous tutelle, ou voilà, intégré dans Le changement est venu voilà, d'ailleurs. Voilà, par rapport à cela. Dans Lady vous écoute, aujourd'hui, nous vous retrouvons avec un sujet qui devrait absolument vous intéresser. Comme à l'accoutumée, oui, nous savons. Lady vous écoute@gmail.com, c'est là que vous nous envoyez des messages où vous nous dites que si vous voulez participer à notre émission. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage, notamment pour vous qui êtes sur le continent. Souvent, on connaît les autres endroits, des personnes qui nous ressemblent, mais qui sont loin, parfois très loin, et on ne comprend pas forcément comment la vie est là-bas. C'est l'occasion pour nous de vous parler des archipels et des outre-mer. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il n'y a pas que le zouk, il y a la vie, la vraie. Nous allons en parler. Nos invités sont donc là pour pouvoir donner cette cartographie de leur lieu de vie d'origine et puis vous en donner aussi un point de vue qui est le leur et qui vaut son pesant, non pas de noix de coco, mais de vérité. À ma droite, monsieur Daniel Robin, bonjour. Bonjour, Lydie. Vous êtes le président de l'association citoyenne Chemin d'Avenir. Vous allez nous en parler. Vous allez nous dire beaucoup de choses donc sur la Martinique, dont vous êtes originaire. Merci d'être là. À vos côtés, nous avons Hadia Boaina Aboudou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes des Comores. Vous vivez en France. Vous venez de prendre votre retraite. Vous avez été auxiliaire de puériculture. Et puis, vous êtes bénévole au sein de TSA Comores, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Et je n'oublie pas de parler de l'association des femmes de Sarcelles. Oui. Donc vous faites partie vous aussi. Et puis nous avons aussi Valsin Kamal. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes à la fois entrepreneur et puis vous êtes une personne engagée, membre du RPPRAC France, dont vous nous parlerez à toutes les lettres de l'alphabet dedans. Tout à fait. Et à vos côtés, Maître Souleymane Soudjei, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes avocat, Oui. vous êtes essayiste, Oui. vous êtes des Comores. Pas que des Comores. Pas que des Comores en Parce que plus. non, parce que quand je dis pas que des Comores, parce Oui. que également je suis issu de la diaspora comorienne de France, quoi. Voilà. C'est Bien très sûr. important de le dire parce que c'est Oui, double culture. ça mérite permet d'être d'avoir du précisé. recul. Ce qui est vrai pour les uns et les autres. Vous êtes donc tous certainement, en quelque sorte, membres des diasporas, puisque vous êtes là sur la place parisienne. Pas toujours, vous allez, vous venez, et c'est tout ce qui est normal. Alors, on va quand même, d'entrée de jeu, parler, je disais archipel et outre-mer, on va parler des archipels, parce qu'on s'en est entretenu en préparant l'émission quand même. Je disais les outre-mer, vous me disiez, ah, mais les Comores, c'est pas tout à fait, mais cela a été. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, sur ce qu'est un archipel outre-mer, et puis pourquoi c'est devenu comme cela, pour que tout le monde comprenne? D'accord, merci de me donner la parole. Tout simplement, c'est pour prendre le cas des Comores, qui est un Oui. cas un peu particulier. Et qui Où se trouvent les Comores, sont-ils en train de se poser comme question d'ailleurs, nos Tout à fait. téléspectateurs? Alors, ça se trouve dans le canal de Mozambique, donc, et au nord de Madagascar, pour que les gens puissent situer un petit peu. Oui. Et c'est très important de le situer dans le canal de Mozambique parce que c'est une situation géopolitique et géostratégique très très importante qui explique un certain nombre de choses qui entourent des échos et de la résonance, y compris actuellement. On n'a pas mis les cartes, mais on a les photos que vous nous avez apportées. Elles sont tellement jolies qu'on en oublie qu'il pourrait y avoir des situations géopolitiques, tout ce que vous avez dit, Tout à qui fait. soient crispantes. Qui crispante, mais bon, Dieu merci, on n'en est pas jusqu'à des conflits armés comme on retrouve Oui. sur le continent. Ce sont des situations de crispation. C'est clair. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus donc des Outre-mer, mais les Comores étaient Outre-mer. Tout à fait. Alors pour reprendre, je fais un bref historique puisqu'on m'avait demandé de poser la question, et pour comprendre un petit peu la situation actuelle, c'est que bon, pour aller très vite, en 1841, au niveau de Mayotte, ça se passe à Mayotte, il y avait un sultan qui est d'origine malgache, qui est donc de l'île d'à côté, qui avait accaparé de manière un peu à la hussarde l'île de Mayotte et qui, se rendant compte que finalement ça allait poser des problèmes avec la population, a préféré vendre, disons les mots, l'île, ses habitants, à la France, au commando Passo précisément. Il y a eu un traité là-dessus. Et puis à partir de 1841, au fur et à mesure, les autres îles de l'archipel, c'est-à-dire que Moélie d'abord, puis Anjouan et la Grande Comore,
ont réintégré le giron avec Mayotte et Dzaoudzi comme capitale. Jusqu'en 1912, donc, ça avait le statut donc, de dépendance et de Madagascar. Et puis, c'est devenu une colonie jusqu'en 1946, quoi. 46, donc, et puis entre 46 jusqu'en 61, et puis après 61 jusqu'en 75, il y a eu ce qu'on appelle une autonomie interne. Bon, avec toujours Mayotte, c'est très important, Mayotte comme étant la capitale de l'archipel des Comores, Dzaoudzi. En 1961, le président du gouvernement local, quoi, parce que avec cette autonomie-là, c'est comme un petit peu ce qu'on trouve en Tahiti ailleurs, il y avait une certaine possibilité, toujours sous le contrôle et le tutelle de la France, mais de pouvoir mettre en place un certain nombre de réformes. Donc il y a le transfert de la capitale de Dzaoudzi, qui est à Mayotte, vers Moroni. Et ça entraîne des crispations, notamment par rapport aux fonctionnaires des autres îles qui étaient là-bas et qui ont dû repartir, et que certaines femmes mahoraises ont été délaissées par rapport à ça. Et ce qui a entraîné au fur et à mesure ce qu'on va appeler plus tard le mouvement des chatouilleuses, quoi. Bon, donc, pour aller plus vite, en 1974, il y a eu un référendum sur l'autodétermination pour savoir si oui ou non les Comores allaient prendre l'indépendance. Et c'est là où le problème a commencé à se poser, quoi. Parce qu'auparavant, il doit y avoir une décompte des voix, comme ça se fait généralement de l'ensemble de l'archipel. Au dernier moment, on a introduit une proposition de loi qui faisait un amendement qui a fait en sorte que c'était plus par l'ensemble de l'archipel, mais par île, et qui a fait en sorte qu'à partir de ce moment-là... Que toutes les îles n'avaient pas donné le même avis. Voilà, d'où la crispation actuelle. Notamment avec Mayotte. Tout à fait. Nous reviendrons sur ces aspects si vous le voulez bien, mais je voudrais vous donner la parole, messieurs. J'ai retenu un mot, vendre et île. Ça vous parle, assurément? Assurément. La fierté d'être un insulaire, c'est la possibilité pour nous, effectivement, d'être dans une réalité d'écosystème à part entière, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à un continent où la réalité de transport, des transferts de personnes et autres, ben nous avons une espèce de microcosme qui est une société à part entière. Voilà. Et une société à part entière, ben, elle produit, par rapport à son histoire, par rapport à sa culture, par rapport à son identité, des réalités qui sont totalement différentes de ce à quoi nous sommes administrativement rattachés, la France. Voilà. Oui. Et donc, du coup, ce qui est passionnant pour nous, c'est justement de vivre cette insularité, avec toutes ses richesses, avec mais aussi ses difficultés, parce qu'on ne peut pas non plus être dans une réalité de totale autonomie, et qu'il y a des réalités d'échange nécessaires, parfois un petit peu trop centrées sur la France, mais qui nous amènent, et je l'ai vécu dans différents domaines de ma vie, à développer de l'intelligence, en fait. Et je dis souvent que quelqu'un qui a vécu dans un milieu insulaire développe beaucoup plus de capacité d'adaptation que celui qui est dans un système, je dirais, hexagonal ou national, parce qu'il y a une prégnance permanente de la précarité. Et surtout, ce qui nous mobilise, c'est les réalités géographiques, climatiques. Aux Antilles, en Martinique, on est confronté aux cyclones, on est confronté aux tremblements de terre. On a des réalités qui font que nous avons, je dirais, même si... Alors, l'espacement de ces phénomènes peut tendre à dissiper un petit peu les éléments culturels, mais on a un sentiment d'urgence souvent qui nous caractérise. Bien, nous allons revenir à la Martinique. Je voudrais, madame, vous donner la parole alors qu'à l'écran, on va voir l'ouvrage de monsieur Souleymane Soudjé. Vous êtes essayiste, je le disais tout à l'heure, et vous avez commis donc cet ouvrage, un meurtre, non, un ouvrage sur le genre, les femmes. Et madame, je voudrais vous laisser réagir sur la situation des femmes en général et le regard que vous portez, vous, sur les Comores et votre vie en France, par exemple. Alors, le regard des femmes, c'est un pays où toutes les femmes, pratiquement, elles sont en auto-entrepreneuriat. Oui. Voilà. Ça, bon, étant d'ici, puisque moi j'ai grandi ici, je vis ici, mais j'ai eu la chance, dans mon éducation, on parle du déplacement, l'habitude du déplacement. Depuis toute petite, j'ai l'habitude de voyager. Donc, déjà à 8 ans, j'ai eu à prendre l'avion toute seule, accompagnée. Donc, je savais que j'étais toute seule, même si j'étais avec un adulte. Et donc, du coup, pour revenir à ce que disait monsieur, on a déjà dans l'esprit de voyager,
de bouger, de s'organiser. Et quand je suis arrivée aux Comores il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis mise à voyager chaque année parce que ma maman était repartie là-bas à la retraite, donc il fallait que je prenne la relève. Je me suis rendu compte que tout le monde a une petite entreprise. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Dans ce pays-là, les Comores, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, dans une famille, on trouvera toujours où la jeune fille qui va au lycée ou à la fac, elle a un petit commerce. Voilà, un petit commerce à la maison. Elle a une imprimante avec tout son matériel. Les gens, ils viennent, moyennant 500 francs comoriens, faire une photocopie. Et ça, c'est un enfant. 1 euro. Hein. 1 euro, donc. Voilà, ouais. c'est équivalent à 1 euro. Ou bien on trouvera la maman pour gagner un peu plus d'argent. Même si monsieur travaille, elle va cultiver dans son champ pour venir vendre ou donner aux boys pour aller vendre au marché. Toujours, partout où on passe, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et à un point... Que vous avez commencé à être entrepreneuse vous aussi. Ouais. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Ce qui nous a marqué lorsque nous avons été aux Comores, dans Lady vous écoute, c'est que c'est une société matrilinéaire, matriarcale. Il est important, madame, que vous soyez là et vous nous en parlerez. Ce que nous avions retenu, c'est que la maison appartient à la femme et que quand il y a un mariage, le mari va donc dans cette maison qui appartient à la femme, qui a été construite par ses frères et sœurs. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Et ses oncles. Et puis, s'il n'est pas content, ce monsieur-là, eh ben, il va chercher une autre personne pour l'héberger, en quelque sorte. Je vous donne la parole, Valsin Kamal, sur la société, la Martinique, la situation actuelle, et puis cette réalité sociale. Parce que madame parlait des petits commerces. Est-ce que finalement, et c'est parce que vous êtes entrepreneur vous aussi que je pose la question, n'est-ce pas par l'apport de tout un chacun, malgré toutes les vicissitudes sous tous les cieux, qu'on pourrait parvenir à changer les choses, à les améliorer? Oui, tout à fait. Et madame a tout à fait raison quand elle a parlé du fait que tout le monde a un commerce. Il faut voir que, j'ai envie de dire, l'économie dans les Antilles, et notamment en Martinique, est une économie qui est une économie de proximité et pas une économie comme à l'échelle européenne, comme ça se passe en Europe. Et malheureusement, cette donnée-là a été subtraite. On a voulu faire de nos territoires des territoires de consommation simple et on a tué l'économie, on en a tué l'entrepreneuriat. Et comme disait avec justesse notre ami en face, c'est que le fait d'être dans une île insulaire, ça faisait de nous des gens innovants. On était toujours dans l'innovation parce qu'il fallait se débrouiller. Il faut trouver des solutions. Voilà, on dit même aux Antilles, débrouillard, c'est pas péché. C'est-à-dire il faut toujours trouver des solutions par rapport à la réalité du terrain. Et cette façon de trouver des solutions poussait les hommes et les femmes d'être toujours entrepreneurs, toujours être en train de développer, de vendre, de commercer. Et les femmes, justement, d'ailleurs, on disait nos femmes aux Antilles, c'était des femmes potomitantes, c'était des mères des matadors qui tenaient la maison aussi, même si... Un peu trop ou juste ce qu'il faut? Non, elles étaient dans leur rôle. Voilà, oui. La mère potomitante, elle était dans son rôle, elle tenait, elle allait vendre, elle était au marché, mais elle commerçait aussi. Donc, c'est ça l'économie. Cette économie, c'était ça cette vraie économie de nos territoires qui permettait d'enrichir finalement localement la population. Malheureusement, il y a eu une transformation de cette économie pour l'adapter à une économie européenne et qu'on regarde bien la situation, ça ne colle pas à la réalité du terrain. Parce qu'on ne peut pas imposer cette même économie de la France, la méthodologie de la France qui se passe la France hexagonale, le coller à la réalité du terrain en Martinique. Et c'est là qu'on voit que les politiques ont péché, sont trompés radicalement en voulant faire du copier-coller. Et c'est pour ça qu'on plaide pour que justement que les réalités du terrain soient ajustées, pour justement la politique soit ajustée à la réalité du terrain, de manière à ce que l'économie, le social, j'ai envie de dire, la finance, tout correspond à notre zone d'influence et à la population qui habite. Bon, vous avez dit deux choses, débrouiller, pas pécher, mais les politiques auraient péché. Peut-être qu'ils sont en train de se débrouiller aussi. Je voudrais, si vous êtes d'accord, que tout de suite nous rentrions dans le vif du sujet pour parler de ce qui concerne la Martinique. Nous avons donc des éléments vidéo. Merci Daniel Robin de nous les avoir apportés. Tikaba, on va regarder. Ce sont donc, je ne le raconte pas, on regarde ceci. À tout de suite.
honnêtement, je trouve que c'est une superbe idée parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne parlent pas trop, mais qui sont dans la précarité et ne savent pas vraiment à qui se tourner. Et bon, parfois ont même honte de rester tout seul dans leur coin, donc je trouve que c'est super. Donc oui, je pense que le projet d'épicerie solidaire, c'est une bonne chose parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens. En tant qu'étudiant, on a beaucoup de dépenses. Au coût, on a le loyer à payer. Donc oui, donc je dirais que c'est une bonne chose et je pense que c'est... Il est important pour nous de pouvoir bénéficier de certaines aides. Je pense que nous n'avons pas un énorme budget pour pouvoir effectuer nos courses, nos achats du quotidien. Et je pense aussi qu'il serait bien qu'il y ait des ateliers de cuisine ou ateliers de gestion de budget. Donc voilà. Retour plateau avec notre cabas à la main. C'est une initiative de femmes, n'est-ce pas? Nous pouvons dire merci à Camélia, c'est bien cela. Alors, je vous laisse introduire le sujet, oui, tout ce que nous avons vu. Oui, en fait, pendant le Covid, il y avait beaucoup de détresse, beaucoup de situations de précarité et Camélia Fimbou, donc jeune Martiniquaise pleine de talent, est venue me voir. Et m'a fait part, donc elle était étudiante, et elle m'a fait part de la situation d'un certain nombre de ses collègues étudiants, et on a dit, mais qu'est-ce qu'il serait possible de faire de la plus pertinente possible? Donc, et avec un certain nombre d'amis, hommes et femmes, les dit, nous avons organisé donc, des collectes de denrées, et vraiment j'ai mis à disposition mes bureaux, et on a fait des paniers repas pour les étudiants. Et en quelques jours, on en a écoulé des centaines. Et on s'est dit, mais on ne peut pas s'en tenir là. C'est-à-dire que le besoin est réel, il est prégnant. Il faut que le besoin soit couvert de manière très structurée. Et donc, Camélia a pris un certain nombre de renseignements et s'est rendu compte qu'il y avait donc la possibilité de développer un projet dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et là, tout simplement, donc, négocier avec tous les partenaires que vous avez vus à l'écran. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, dont l'association Chemin d'Avenir, que je préside. Et on s'est mis en quête de locaux. Donc, nous avons trouvé des locaux à l'université dans un premier temps, ensuite dans des lycées de Lille. Trouver donc avec des fournisseurs la possibilité de récupérer donc de façon extrêmement régulière des denrées. Et tout ceci donc a donné lieu à la création de la première boutique, Tikaba, de Lille, située donc à l'université et qui depuis s'est déclinée. Et tout ça pour dire que la réalité de nos sociétés, c'est qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes qui sont en rupture et que les liens du cœur, les liens de la solidarité ne peuvent pas manquer. Et là où il y a des défaillances ou une impossibilité pour l'État de couvrir ces besoins, il y a de la place pour l'initiative citoyenne. Et donc nous avons aujourd'hui, et c'est notre fierté, des collaborateurs donc, qui sont salariés. Il y a aujourd'hui 3 implantations. Et surtout, ce qui est assez important, c'est le niveau de reconnaissance qui nous a été apporté par les étudiants.
Voilà. Qui autrement n'aurait pas eu de solution. Et il n'avait pas de solution. Et ensuite, alors bien évidemment, les autorités se sont greffées avec beaucoup de difficultés. Mais enfin bon, la CTM, il y a maintenant les ministres, quand ils passent, ils viennent pour pouvoir saluer et encourager l'initiative. Mais encore une fois, dans tout ce que nous faisons, il y a de la place pour l'initiative citoyenne. Et on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre des politiques. Et quand on a la possibilité de couvrir quelque chose par ce que j'appelle le lien du cœur et de la générosité, il ne faut pas s'en priver. Et ma fierté, c'est d'être le parrain de cette association. Voilà, si vous connaissiez les îles, les archipels comme des endroits uniquement paradisiaques pour aller voir les oiseaux qui font cuit-cuit dans les arbres, il y a des réalités, et des réalités peut-être qui rejoignent vos réalités à vous. Et la solution, voilà ce qui nous est dit de nos invités sur le plateau, c'est l'implication de tout un chacun, le bénévolat, la participation, parce qu'on n'est finalement jamais mieux servi que par soi-même. J'aimerais qu'on fasse un regard croisé les uns d'un archipel vers l'île. Quel regard avez-vous sur les ultramarins de manière générale? Rien ne sortira de ce studio, personne ne nous regarde, vous pouvez tout dire. Vous pouvez même commencer par les préjugés. Ah non, il n'y a pas de préjugés du tout, parce que dans l'océan Indien, nous avons le département plus ancien qui est la Réunion. Je fais partie des 4 historiques avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, donc la Réunion. Et moi, quand je me rends à la Réunion, je suis frappé. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aux Antilles, hein. Je suis frappé, j'ai l'impression véritablement de voir la France métropolitaine dans l'océan Indien. C'est quelque chose de ce point de vue-là assez notoire et voilà, qui est remarquable de ce point de vue-là. Après, il y a des disparités, il y a des, comme on trouve ici en France métropolitaine, hein, des quartiers très difficiles. Il y a régulièrement, même si c'est un peu calmé, des émeutes, moins qu'à Martinique ou en Guadeloupe. Mais voilà, ce qui est frappant. Lorsqu'on compare surtout avec Mayotte. Mayotte, vous avez vu un petit peu, c'est quelque chose d'assez... voilà, c'est... nous ne voulons pas finir vos phrases. Voilà, alors, non, c'est assez énorme de dire que là, il y a une nette différence. C'est-à-dire que véritablement, lorsqu'on se rend à La Réunion, on est dans un département français dans tous les sens du terme, quoi, oui. Véritablement. Lorsqu'on se retrouve à Mayotte, on sent qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire, de ce point de vue-là, pour être à niveau. Est-ce que ce rattrapage est quelque chose qui est attendu aux Comores ou pas? C'est-à-dire, pour préciser la question, mais parce que comme les Comores, c'est l'archipel des Comores. Je veux dire, à Moroni, je dois dire Nkazidja. Oui, à Moroni. Oui, non, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe à Moroni, il y a ce mélange, il y a ce double mélange. C'est-à-dire qu'à la fois, depuis Moroni, la vision depuis Moroni, c'est que ce sont nos frères, nos sœurs qui sont à Mayotte, de ce point de vue-là, parce que c'est en fait... C'est le même peuple. Voilà, c'est le même peuple, c'est la même famille. Il ne faut pas se cacher derrière par rapport à ça. Après, il y a eu un différentiel au niveau politique, au niveau administratif, etc. Mais, donc, ils regardent cela en disant, qu'est-ce que ça va donner, cette expérience-là, par rapport à... Et d'autre côté, depuis Mayotte, on se dit, ceux qui sont en face, là-bas, ceux qui ont pris leur indépendance, ils sont dans de graves difficultés, dans l'instabilité. Ça ne donne pas envie d'en avoir. Pas spécialement. Alors, c'est toute la difficulté. La suivante, c'est que de l'autre côté, il faut se poser aussi la question de savoir pourquoi en face... Que pensez-vous? Comment en face... Voilà. Vous qui êtes à moitié mahorais, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit. Pas moitié mahorais, mais c'est un peu plus compliqué pour moi. Bon, alors... Mais, non, ce qui est intéressant... Vous me compliquez la tâche. Non, c'est pas ça, mais... J'aurais tant voulu que vous soyez à moitié. Non, parce que moi, je me positionne tout le temps en tant qu'observateur. Oui. J'essaie d'objectif de ne pas mettre de la passion. Non, mais c'est juste pour être descriptif et faire comprendre à ceux qui nous regardent. Non, moi, ce que je constate, c'est qu'en face, dans les Comores indépendantes, il y a beaucoup d'instabilité, mais il faut se poser la question d'où vient cette instabilité. C'est-à-dire qu'on a eu cette indépendance qui a été tronquée en 1975, qui a été déclarée de manière unilatérale suite au décompte dont je vous ai parlé tout à l'heure, île par île. Donc le président d'époque a déclaré de manière unilatérale l'indépendance. Et à partir de ce moment-là, un mois après, il y a eu un premier coup d'État. Ça n'a pas duré, hein. Au bout d'un mois, et puis il faut savoir, ce coup d'État qui a été préparé en sous-main, on le sait maintenant, parce que le témoignage par Paris, quoi. Voilà. Et qui a fait en sorte, et puis en 1975, en 1978, ce président-là a été assassiné. Par qui? Par Bob Denard, qui est un mercenaire, faut le dire, français, ici, donc métropolitain. Et ça, on le sait. Pourquoi? Et il est resté président combien d'années, Bob Denard? Bob Denard n'a jamais été président. Mais il en jouait le rôle. Pas du tout, mais il était certaines personnes disaient qu'il était le vice-roi, quoi. C'est-à-dire qu'il avait un rôle important. C'est clair, parce qu'à partir du moment où c'était lui qui était en charge de la sécurité présidentielle, entre guillemets, et donc voilà. Ce qui l'a pas empêché après de l'assassiner
ce président-là, M. Abdallah. C'est-à-dire pareil, régulièrement, il y a un problème de stabilité. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus se cacher pour revenir en se disant, oui, c'est la faute, c'est toujours facile. Parce qu'eux-mêmes, de l'autre côté, ceux qui ont la possibilité, ils truquent les élections, il y a des... Voilà. Comme partout. Voilà, c'est ça la difficulté aussi. Donc c'est un peu trop facile. Voilà, c'est pour ça que les choses sont complexes. Tout le monde est coupable, un tout petit peu coupable. Alors, Vassin Kamal, je voudrais vous laisser réagir aussi. Quel regard avez-vous, vous, sur les archipels? Aviez-vous connaissance de la situation des Comores? C'est vrai qu'il y a l'actualité qui aide à être au courant de ce qui se passe à Mayotte et le reste par voie de conséquence. C'est une question qui est très intéressante parce qu'il faut savoir, pendant très longtemps, j'ai envie de dire, nous, les ultramarins de Martinique-Guadeloupe, on était très peu au fait de ce qui se passait dans le monde. C'est-à-dire l'Afrique, les Comores, on n'avait aucune information sur ces pays. Vous confirmez cela de 30 secondes? Vous confirmez ce qu'il dit? Oui, nous étions... et vécu par nous et par d'autres, des espèces de plus français que les Français. On était plus français. Vu d'Afrique, je peux vous le confirmer. D'ailleurs, l'image qu'on avait de la France, et franchement, qu'on découvre aujourd'hui, qui nous désole, c'était l'image d'un pays, d'un continent pauvre. Et d'ailleurs, on se souvient encore de Bernard Kouchner avec ses sacs de riz. C'est ça qu'on avait au journal télévisé, des jeunes enfants avec des mouches et tout. Donc, personne ne voulait en Outre-mer ressembler à ces gens-là. Et donc, on nous a complètement coupés de l'Afrique. On n'avait aucune information. Il a fallu que ceux qui avaient peut-être la chance de voyager, de venir ici en France avec le Bumudum, peut-être rencontrer les premiers Africains et autres. Et nous, il aurait fallu avoir les réseaux sociaux, à partir de 2010 avec Facebook, pour qu'on sache réellement ce qui se passe dans le monde et qu'on découvre les autres continents, les autres peuples et comment ça se marche. Parce que même dans nos livres d'histoire, on ne parlait pas de l'Afrique. On ne parlait pas de ces continents, on ne parlait pas du monde, on nous parlait de la France. On apprenait l'histoire de la France, la géographie de la France quand on était à Martinique, nos ancêtres les Gaulois. Donc ça veut dire que ce qu'on connaissait des autres âges, même la Réunion, on n'en savait rien. On ne savait rien jusqu'à ce qu'on découvre de nous-mêmes et on a dû faire nous-mêmes les recherches pour découvrir, connaître et aller à la rencontre de ces peuples-là. La France n'a jamais rien fait pour nous permettre d'entrer en contact avec ces populations. Et donc, pour être honnête avec vous, rien. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de vivre à La Réunion dans les années 70. Je pense être le doyen de ce plateau d'ailleurs. Et justement, j'ai découvert à l'occasion de ce séjour, c'était mes années collège, des personnes donc, qui sont devenues des amis, qui étaient comoriens ou mahorais, et qui quittaient leur pays par rapport aux événements et qui m'ont fait partager leur réalité. Donc, ça a été pour moi une révélation et en même temps un choc parce que, vous savez, les petits Antillais avec l'éducation que nous avons eue étaient à la fois émerveillés par ces territoires, mais totalement inconnus. C'est-à-dire que, comme on dit, sous le radar, quoi. C'est-à-dire que nous étions dans une espèce de niveau d'instruction complètement orienté et réducteur, du coup. Et moi, je me souviens des premières discussions. C'est une amie qui était comorienne, et qui me disait que la difficulté et le drame familial qu'elle vivait, c'était justement la séparation de membres de sa famille entre Mayotte et les Comores. Ce qui pour nous est impensable. C'est-à-dire que même s'il y a entre guillemets des petites guéguerres entre les Guadeloupéens et les Martiniquais, mais on n'en est pas là. Et donc toute la construction administrative qui en a résulté a entériné d'une certaine façon ce drame social et ce drame géopolitique qui perdure jusqu'à ce jour. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est important de se réveiller. Voilà, il est important de se réveiller et vraiment de regarder les réalités de notre monde et de notre époque, parce que si je dois partager avec vous ce que j'ai vécu, je parlais tout à l'heure des réalités cycloniques. Bon, nous en avons eu des cyclones, avec des vents à près de 300 km/h. Jamais l'habitat n'a été aussi abîmé, détruit, que ce que nous avons vu à l'occasion du phénomène Chido. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, sur le plan de la responsabilité de l'État, est engagé. Parce qu'on ne peut pas se dire appartenant à l'espace national et voir nos compatriotes vivre dans des conditions qui sont inacceptables. C'est inacceptable. On ne peut pas tolérer de voir ces bidonvilles. Je me dis, mais quelles sont les normes de construction? Quand on voit des habitats neufs, détruits, il ne reste que des pans de murs, on se dit, non, les règles architecturales qui doivent prévaloir sur tout le territoire national. Voilà. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il y a un sentiment de révolte qui naît. Parce qu'on se dit, on n'est pas tous égaux sur le sol français.
Non, on n'est pas tous égaux. Et je confirme, on n'est pas tous égaux, mais cela s'explique, je me permets juste de faire un rattrapage, c'est que cela s'explique le pourquoi du comment, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, depuis 1961, a exclu les Outre-mer de la Charte sociale européenne. Et ça, il va falloir se poser la question de pourquoi du comment. Ça, de la Charte sociale européenne qui oblige tous les citoyens européens à avoir le même niveau, que ce soit éducation sociale et autres, mais la France a délibérément, et même lors de la révision de cette charte, a exclu les Outre-mer de cette charte. Donc, quel genre de nation qui exclut une partie de sa population d'une charte qui doit donner des mêmes droits à tous ses citoyens là-dessus? Et j'aurais pu vous lire ce que dit en quelques lignes la charte européenne, et vous avez posé la question, mais qu'est-ce qui se passe-t-il en Outre-mer? Et là, vous verrez qu'on n'est pas dans le même monde. Mais Kamal, pour appuyer, 1946, la loi de départementalisation. 1946, bien. Avec tous ces grands hommes, Aimé Césaire. Enfin, bon. 1996, 50 ans après, les assises de l'égalité sociale. 50 ans après. Pour faire quoi? Pour aligner le niveau des prestations sociales entre la France hexagonale et les Outre-mer. Les territoires. Donc c'est quand même choquant, enfin, en tout cas, vu de notre petite fenêtre, on se dit, mais... alors, il y avait... nous sommes entièrement à part entière. Ou à part entière. À part entière. Mais tout ça veut dire que... Et c'est le mot qui est aujourd'hui vécu comme étant une provocation. C'est l'assimilation. Vous voyez? On ne peut pas vouloir considérer qu'il y a des territoires ultramarins avec leur culture, leur histoire, leur identité, et vouloir plaquer sur ces territoires tout ce qui fait ou faisait la France. Donc il faut aujourd'hui tenir compte, mais c'est aussi vrai pour les régions hexagonales, hein, qu'il s'agisse des Bretons, des Corses ou des Strasbourgeois. Quelle que soit la région. Des Alsaciens. Oui, des Alsaciens. Il y a une appétence forte aujourd'hui pour ces identités. Oui, mais en même temps, il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes en France, donc unis et indivisibles, République unie et indivisible, qui fait en sorte que la tendance, c'est le centralisme depuis Paris, quoi. Tout se fait depuis Paris. Et c'est valable parce que nous, on parle de notre point de vue par archipélagique ou ultramarine. Mais en Bretagne, c'était pareil, c'était interdit de parler breton. Il y a une fameuse phrase, là, interdit de cracher et de parler breton, quoi. Donc voilà, c'est exactement la même chose qu'on retrouve également. On a toute une littérature là-dessus, sur la Corse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, au niveau de députés et des représentants de la Corse, avaient voulu introduire la notion de peuple corse, faisant partie du peuple français. Mais même ça va être interdit, quoi. Donc les choses sont... Il ne faut pas uniquement se dire que nous sommes les victimes. Voilà. C'est valablement également valable pour les régions de l'Hexagone métropolitaine, quoi. Ça aussi, parce que c'est lié à cette histoire-là. Mais ceci dit, c'est vrai que nous, on le ressent de manière encore plus forte, compte tenu des disparités, des inégalités, des difficultés économiques et sociales qui existent dans nos territoires, quoi. Hadia, nous voulons vous donner la parole. Moi, j'ai quand même de l'espoir au milieu de tout ce qui se dit, de tout ce qui est du vécu, qu'au travers des femmes qui ont la capacité de voir sortir d'elles un être humain, qu'elles vont peut-être éduquer et lui donner d'autres valeurs, peut-être que ce sont par ce canal, d'autant que quand on nous dit qu'aux Comores, les femmes sont donc dans cette posture sociale de pouvoir changer la face du monde, est-ce que vous pensez que ce que vous avez entendu peut être changé si les politiques ne le font pas, si les populations aux Comores, en Martinique ou ailleurs sont un tout petit peu déçues, un petit peu beaucoup même déçues à ce que l'on entend, quel regard portez-vous sur tout cela? De toutes les façons, qu'on le veuille ou non, la femme, elle contribue. C'est elle qui tient les cordes, parce que c'est elle qui met l'enfant au monde, c'est elle qui l'éduque. Comme souvent, dans notre société comorienne, souvent le père, il est entre guillemets absent. Donc, ce qui veut dire que c'est maman qui tient la barre. Maman est soi-disant le tonton, parce qu'avant, dans la culture comorienne, ça se perd de plus en plus. C'est le tonton côté maternel, c'est-à-dire le frère de la maman, qui sert de figure paternelle. Tu me corriges si je me trompe. Oui, avec plus de subtilité que ça, voilà. plus complexe que ça, mais schématiquement. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui. Donc, ce qui veut dire que c'est la maman qui gère, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui s'occupe de la scolarité. Vu que côté école publique, ça n'a plus la même valeur qu'avant. Donc, c'est-à-dire les enfants, souvent, ils sont dans des écoles privées. Et c'est maman qui gère. Donc, oui, la femme, elle a son mot à dire. Parce que déjà, c'est elle qui est la propriétaire de la maison. Donc, ce qui ça, veut c'est dire... pas un petit sujet, ça. Oui, c'est parce que bien africain. Bon. J'ai souvent entendu des hommes dire le problème du couple, c'est que c'est la maman, c'est la femme. Et quand c'est la femme, ça veut dire il y a la belle-mère derrière. Gros problème de couple. Donc souvent, j'entends des hommes qui disent, moi, pour couper court, ben, j'ai construit et on est parti dans la maison que nous avons construit ensemble. Ce qui est de l'ordre du possible en réalité, puisque voilà. les hommes construisent. Est-ce que c'est un interdit social pour les hommes que de construire et que d'y emmener leur famille? Non, ce n'est pas un interdit, mais ça c'est le monde d'aujourd'hui. Oui. Ce qui veut dire culturellement, moi par exemple, j'ai ma maison. J'ai ma maison et celui qui voudra m'épouser, je ne lance pas une bouteille à la mer du tout. Hein. C'est le début de l'année. Nous sommes juste à la télévision. Si vous voyez passer une bouteille, voilà, c'est l'eau, vous savez, les situations climatiques. Donc, il va venir chez moi. Donc, mais le jour où il part, ce qui est assez marrant, bon, on le voyait avant, dans les années un peu plus en arrière, le jour où un mari part, pour partir discrètement, souvent il retourne chez sa mère ou chez sa sœur et c'est au coucher du soleil parce qu'on voit moins. Donc il part discrètement. Donc ce qui veut dire, la femme, on aura beau dire, la femme c'est elle qui gère, c'est elle qui tient, mine de rien, la société. Comme moi je vois, je vous dis des petits exemples. Hein. Un jour, j'ai entendu un monsieur, diplomate, j'oublie le nom. Tant mieux. Il était quelque part et apparemment sa cravate était mal mise. Les gens, ils ont dit, il a dû s'habiller tout seul, sa femme n'est pas là. Ah oui, c'est vrai, sa femme, elle est partie en voyage. Alors, je sais pas. Elle est partie avec tous les miroirs de la maison, ça doit être ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que même ce genre de choses qui paraît très subtil, parce que dans notre société, on n'a pas des spécialistes de l'habillement pour le ministre ou des machins comme ça se passe ici. Mais chez nous, en Afrique, où madame gère, où tu es tout seul et tu te débrouilles comme tu peux. J'ai entendu ce que vous avez dit, chez nous en Afrique. Donc, quand vous êtes aux Comores, vous réfléchissez chez nous en Afrique. Non, juste pour savoir. Oui, moi, dans ma manière de penser, les Comores, c'est quoi? C'est intéressant. Et ça n'est pas complètement faux. Alors, je vous laisse répondre. Oui, simplement, non, pas répondre, simplement apporter peut-être le substrat par rapport à tout cela. C'est-à-dire qu'on a une vraie... Monsieur défend les hommes, c'est ce qu'il essaie de faire. Non, pas du tout, au contraire. C'est vraiment le contraire. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pas pour défendre les hommes, c'est vraiment le contraire, pour justement mettre en avant cette particularité des Comores. Quand je dis les Comores, c'est l'archipel des Comores, donc vous avez tout compris. Par rapport à... Voilà. Et qu'est-ce que cette société-là, anciennement ultramarine, et en partie toujours, et indépendante de l'autre côté, apporte d'original par rapport au monde. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça, c'est la matrilocalité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aspect uniquement, parce qu'on connaît l'aspect matrilinéaire, effectivement, l'héritage et le pouvoir passent par les femmes, mais il y a aussi le côté matrilocalité. Effectivement, les hommes se déplacent pour habiter chez la femme, traditionnellement. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais avec ce qu'on appelle le grand mariage aux Comores, c'est un mariage très onéreux. Oui, très onéreux, et qui fait en sorte que ces hommes-là, lorsqu'ils vont se marier, ils ramènent des kilos. Des kilos d'or. Exactement, et lorsqu'ils partent... Ils repartent avec? Non. Justement. Ouf, on a eu peur. Justement, moi j'avais fait une conférence à l'UNESCO à ce propos. Oui. À la fin de la conférence, toutes les femmes sont venues me voir, me disent mais c'est bien là-bas chez vous, on peut venir se marier là-bas parce que c'est sûr qu'après on ne rompt pas l'or. Mais non, l'or c'est pour la femme et c'est terminé quoi. Donc c'est très très important d'insister là-dessus. Et il n'y a pas que cet aspect-là du mariage, mais aussi le pouvoir. Le pouvoir là-bas se transmet traditionnellement, après ça a changé, le pouvoir là-bas se transmet par les femmes. Mais quel pouvoir? Le vrai pouvoir ou politique, un tout petit peu Le pouvoir politique, traditionnellement, historiquement, se transmet par les femmes.
Sauf qu'elles n'apparaissent nulle part dans tout ce que vous avez énuméré, les chefs, les présidents et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est pour la suite après. Là, je parle de la société traditionnelle. D'accord. Et puis après, effectivement, après, on se retrouve après, depuis 1841, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous tutelle ou voilà, intégré dans le changement est venu voilà, d'ailleurs. Voilà, par rapport à cela. Et traditionnellement, c'est comme ça. C'était mieux avant? Non, je ne dirais pas que c'était mieux avant. C'est mieux maintenant? Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure... Vous n'êtes jamais content? Non, parce qu'il faut dire les choses. Moi, je ne suis pas là pour dire ah ouais, c'est très bien, etc. Non, il y a des gros soucis. Si vous aviez une baguette magique entre les mains, qu'est-ce que vous remettriez en... Moi, c'est une chose aussi simple que la transparence démocratique. C'est aussi simple que ça. Non, mais sur les femmes, pas les femmes, qu'est-ce que vous feriez? Pour les femmes Le pouvoir et les femmes, qu'est-ce que vous feriez si vous avez... Non, ce qui se passe, tout simplement, on parlait de l'éducation, on parlait donc l'accès à l'éducation. Un pouvoir domestique, donc des ministres de l'Intérieur, c'est ça? Pourquoi pas? S'il le faut. Il n'y a pas d'empêchement de ce point de vue-là, théoriquement, parce que là, même malgré les difficultés, on a eu des gouverneurs femmes, par exemple. Voilà, comment est-ce que j'ai jamais... Avec succès? Après, c'est le souci, quoi. Mais ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Merci. Quoi. Voilà. Enfin, une parole sensée sur ce plateau. Bien, alors, écoutez, c'est bien d'avoir cette cartographie parce que c'est la réalité, c'est le tissu social, le reste vient derrière. Alors, vu d'Afrique, la question qui est souvent posée, mais pourquoi reste-t-il les deux pieds dans le même sabot? Voilà, question qui s'entend souvent sur les ultramarins, dont tout laisse à penser qu'ils pourraient, s'ils le voulaient, le veulent-ils, ne le veulent-ils pas, pourquoi pas, dans la situation que vous décriez l'un et l'autre aujourd'hui. D'ailleurs, vous deviez nous dire c'est quoi le RPPRAC France, s'il vous plaît. Le RPRAC, ça veut tout simplement dire le Rassemblement pour la protection des peuples afro-caribéens. Parce que justement, le mouvement, vous avez vu depuis septembre, il y a un mouvement qui a été lancé en Martinique pour justement lutter contre les injustices. Parce qu'effectivement, comme on a dit, ces départements d'outre-mer, on dit départements, mais on est encore dans une situation de colonie. Et d'ailleurs, chaque année, l'Europe condamne la France en disant à la France que vous êtes dans une situation de colonie par rapport aux outre-mer, avec des injustices qui sont inacceptables. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a eu ce mouvement, une association qui a été créée pour dire, voilà, maintenant, il faut se réveiller, se conscientiser. Et là, vous disiez effectivement pourquoi il reste les deux pieds dans les mêmes sabots. C'est parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu, j'ai envie de dire, un leadership politique pour inciter le peuple à se réveiller en se disant, voyons autre chose, regardons vers autre chose. Et puisque le peuple n'a jamais eu cette leadership, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu cette initiative de faire de cette population peuple. Parce que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui disait le jour que les Martiniquais font un peuple, il n'y a jamais eu cette envie, mais maintenant, les choses sont en train de changer. Et donc, avec le RPRAC, et d'ailleurs, donc là, c'est le RPRAC France, parce qu'il y a le RPRAC Martinique, on a mis en place le RPRAC France. L'idée, c'était de dire aux gens, aux habitants, aux citoyens, aux hommes et les femmes, réveillez-vous et prenez vous-même les choses en main, prenez votre destin en main. Vous ne pouvez pas accepter, tolérer aussi longtemps une telle situation. On vous dit que vous êtes des Français, mais on vous constate que vous êtes des Français entièrement à part. Si vous êtes au sein d'une république et on nous dit que la nation est indivisible, il n'est pas normal qu'il y ait de telles disparités entre la France. J'aime pas trop le mot métropole, mais on va l'utiliser parce que... C'est pas un gros mot. Voilà, j'utilise le mot colonie, et si on parle de colonie, on parle toujours de métropole. Donc, entre la France métropole et ses colonies. On ne peut pas continuer à financer, à enrichir la France tout en continuant à vivre dans une telle situation de misère sociale qui est inacceptable. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, une quarantaine peut-être d'années, d'autres pays nous enviaient, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand on regarde la situation dans les Outre-mer, d'ailleurs, on a vu l'émission, on a vu les jeunes qu'on est obligé maintenant de faire des dons alimentaires à nos jeunes. Donc, vous vous rendez compte, on est en train de faire des dons alimentaires à l'avenir. Et ça, personne ne prend conscience que ça, c'est l'avenir. Merci donc, pour la transition. L'avenir est en danger, il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, ici, on a fait la même chose avec le RPRAC, avec UTIL. Donc, UTIL aussi parce qu'on a parlé des territoires. UTIL qui veut remettre au centre du jeu les territoires. C'est un mouvement citoyen aussi ou un parti politique, voilà, où on dit qu'il faut décentraliser l'État. Donc, UTIL qui veut dire ultramarin, territoire, liberté, indépendance, écologie et solidarité. Que des mots qui n'arrangent pas tout le monde. Mais c'est ça, en
fait une constat, redonnons le pouvoir au peuple, redonnons le pouvoir aux citoyens et donnez la possibilité aux citoyens de prendre les choses en main qui correspondent à leur réalité. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'issue de toutes ces dynamiques et que un jour, les choses ne soient plus telles qu'elles sont et en toute sérénité, j'ai presque envie de dire, bien sûr qu'il y a, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais vraiment, est-ce que c'est de l'ordre du possible tellement les choses ont duré longtemps? Moi, j'ai toujours été un homme optimiste dans l'avenir de nos pays. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre « L'île en exil », où je parlais comme on a fait croire à toute cette génération, à nous, qu'il fallait soi-disant partir vers la France où ça serait meilleur, dans mon livre, je termine par le retour au pays natal, cette fameuse retour que Césaire nous appelle. D'ailleurs, que moi-même, je suis en train de faire cette démarche pour le retour au pays natal. Un deuxième cahier. Voilà, un deuxième cahier. Mais donc, je reste optimiste. Et je reste optimiste dans la mesure où, avec le mouvement qui a été mis en place depuis le 1er septembre, on a réussi quand même à conscientiser le peuple, à réveiller le peuple. 2009, il y a eu un premier mouvement qui a été mené. Et vous en porterez aussi la responsabilité, j'ai envie de dire, du fait d'avoir pousser les gens à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, en 2019, il y a eu l'embryon de quelque chose. En 2024, on lance à nouveau un deuxième mouvement. Et là, ce mouvement, on sent effectivement que le peuple non seulement se pose des questions, mais le peuple s'inscrit dans une suite. Ça veut dire ça ne peut pas se terminer sans rien. Et parce qu'on se dit que ça ne peut pas se terminer sans rien, je sens le peuple prêt à aller jusqu'au bout, à définir un autre monde pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour les territoires d'outre-mer. Est-ce que c'est ce que vous partagez en commun dans les archipels, les outre-mer, est-ce que ce qu'il n'y avait pas avant, vous disiez si bien, vous ne saviez pas ce qui se passait de part et d'autre, le fait d'aujourd'hui d'avoir la possibilité de voyager, de comprendre, de découvrir qu'on n'est pas seul dans sa situation, est-ce que vous pensez que c'est une dynamique collective qui peut faire que ce qui est essentiel puisse être entendu et non pas perçu comme une insurrection, un raccourci préjudiciable, le chemin d'avenir, hein, on dit qu'on donne à manger à l'avenir, que fera l'avenir plus tard? Moi, peut-être j'ai une petite question à ce propos. Oui, bien sûr, allez-y, je vous prie. À Diana Robin, donc, est-ce que, parce que tout ça rentre en résonance par rapport au Resto du Cœur, et est-ce qu'il n'y a pas, il n'existe pas un Resto du Cœur en Martinique? Est-ce que ça n'existe pas? Non, il y a le secours, c'est intéressant ça. Il y avait le Secours catholique. Oui, mais ça c'est connu, mais le Resto du Cœur. Il n'y avait pas les Restos du Cœur. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas le Secours, le Cœur? Le Resto du Cœur. Les restos. mais j'ai envie de dire, c'est quand même une anomalie que dans un territoire, dans un pays aussi riche que la France, que l'avenir soit en train de quémander. C'est pas normal. Mais en France aussi, les étudiants sont en difficulté, c'est pour ça que je dis, oui, en France, comme une nation aussi riche que la France, que l'avenir soit dans un tel état. Et ça, c'est inquiétant quelque part. Moi, mon regard sur tout ça, c'est que, en fait, on ne peut pas non plus s'en remettre à un État dont la vision est colonialiste pour entendre, comprendre et répondre aux besoins de notre peuple. Et c'est pour ça que ce chemin d'avenir a été créé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a trop de ruptures entre ce qui peut être prôné par le politique, de manière très générale, et pour avoir été moi-même élu. Ouais. Donc, pendant... Je voulais vous laisser le soin de nous le dire. Je l'ai été. Donc, j'ai été élu vice-président de la région Martinique, donc membre de parti politique, le PPM en l'occurrence. Et je me suis inscrit en rupture par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, et nous avions fait l'émission avant de la faire. Hein, je sais, mais il ne faut jamais laisser les invités à côté du studio, ils vont faire une émission meilleure. Parce qu'en fait, personne ne s'attaque au système. On vient, on saupoudre, on va prendre l'avion, venir voir les ministres les uns les autres. De temps en temps, il y a des inter-outre-mer qui se... Mais fondamentalement, personne ne s'attaque au système. C'est-à-dire qu'on constate, alors oui, les comptoirs coloniaux, les politiques coloniales, les disparités de revenus, les disparités de pouvoir d'achat, tout ça, très bien. Mais la réalité, c'est quoi? Si on veut que les choses changent, il faut changer structurellement les choses. Et pas de manière, je veux dire, cosmétique, quoi. Il faut s'attaquer au fond. Et pour s'attaquer au fond, il faut s'assurer que le citoyen est bien en phase avec la vision que l'on peut porter. Et le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de vision et qu'ils sont en décalage permanent avec le peuple. Mais est-ce que le peuple, au sein du peuple, la vision est identique? Parce qu'on peut accuser le politique, mais est-ce qu'entre citoyens, vous constatez que tout le monde veut la même chose et de la même manière? Et là, je ne vais pas me faire que des amis. Les réalités françaises plaquées, l'incurie politique locale font que je consomme, donc je suis.
Voilà, donc les réalités consuméristes ont pendant longtemps limité l'horizon des peuples. Qui, alors, ils ont Canal+, ils ont les supermarchés, alors qu'ils ont un terrain qu'ils pourraient cultiver. Et petit à petit, on s'est éloigné de ce qui fait sens. Est-ce que vous pensez que la solution viendrait, je me répète, mais est-ce que vous pensez que la solution pourrait venir de la prise en compte d'une condition commune partagée par les Outre-mer, les archipels, pour qu'il y ait une dynamique, un nouveau paradigme? J'ai eu du mal à en accoucher, j'y suis arrivée. Est-ce qu'un paradigme nouveau qui ne soit pas de prendre les choses par rapport à la métropole seulement, mais avec cette réalité commune, et même sur le continent africain, parce que les réalités sont quand même identiques ça et là, cette prise en compte pour que chacun après puisse apporter une nouvelle vision de sa condition et un nouveau moyen de vouloir y parvenir sans que ce soit frontal entre deux blocs qui seraient la métropole et le reste. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre du possible? C'est pour ça que nous voulions que vous soyez là tous ensemble. Non, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, donc, comme disait le collègue, qu'on ne s'attaque pas au système, mais nous, justement, avec le RPAG et même utile, le but, c'est de s'attaquer au système, ne pas justement essayer de réparer un système pour nous qui n'a pas d'avenir. Il faut casser ce système. Mais l'énergie qu'on met, pardonnez-moi, l'énergie qu'on met à s'attaquer, ne pourrait-on pas utiliser cette énergie à bâtir autre chose? Et justement, on est en train de bâtir autre chose parce que d'ailleurs, la semaine prochaine, le secrétaire général d'utile sera au Bénin pour rencontrer les décideurs au Bénin, justement, pour créer déjà des ponts avec l'Afrique. Et d'ailleurs, l'ambassadeur du Bénin, qui est M. Gama, est très favorable à ça, justement, de mettre en place les ponts, de créer. Donc, nous sommes déjà dans l'optique de demain. Qu'est-ce qu'on crée avec l'Afrique? Quels sont les ponts? Parce qu'il n'est pas normal qu'on nous demande à nous de toujours regarder vers la métropole. Or, il n'y a pas d'issue pour la métropole. Même pour les gens qui sont ici, il n'y a pas d'issue. Donc, nous allons maintenant regarder vers l'Afrique. Nous allons construire avec l'Afrique. Regardons-nous les uns les autres. Voilà, ce sera l'intitulé de la prochaine émission. On va continuer parce que le débat ne peut pas. Il nous reste 2 minutes. Le temps passe beaucoup trop vite quand on veut bâtir et refaire le monde. On reprendra rendez-vous. On reprend rendez-vous. Vous êtes convoqués. Alors, je voudrais vous laisser rebondir aussi à cette partie-là. Est-ce qu'il y a une voie, une issue, en considérant qu'on peut utiliser son énergie non pas à contrer un système quel qu'il soit, mais plutôt à mutualiser, créer une synergie avec des personnes qui partagent la même condition, tout simplement? Tout à fait. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que les expériences aux Antilles, les expériences des îles donc de l'océan Indien, doivent être mis en commun pour justement réfléchir à comment, compte tenu de leurs particularités à la fois économiques, politiques, parce que nous sommes tous soit historiquement, soit actuellement reliés à la France. Et votre biographie indique que vous étiez en politique, très haut placé même. Pas en politique, oui, j'étais conseiller du Prince. C'est pas rien, conseiller du Prince, voilà. Le fait du Prince. Tout à fait. Nous allons terminer, madame, sur votre engagement. Vous êtes bénévole au sein de TSA Comores. En quelques mots, c'est quoi TSA Comores? TSA Comores, donc c'est une association pour les enfants autistes. Oui. La première qui a été ouverte aux Comores. C'est une association qui ne vit que des dons des jeunes, internautes. Donc, on a enregistré, comme on a enregistré ici aussi en France, pour pouvoir, parce que nous sommes 3 femmes. Donc, la personne qui a ouvert cette association, Mansell, se prénomme, c'est une maman de 2 enfants autistes, 2 petites filles autistes. Et malgré ça, elle a le courage chaque année de partir en vacances aux Comores. Elle s'est rendue compte que c'était un travail qui demandait à être fait sur place aussi. Voilà. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'enfants autistes qui étaient enfermés, qui étaient cachés. Donc, elle a fait ce travail-là. Elle l'a préparé à peu près pendant 1 année et on a ouvert. Donc, c'est une association en rame. Vous ramez, mais comme partout quand il y a des difficultés, en tout cas ce que nous relevons de ce que vous nous décrivez là, ce ne sont pas des efforts de citoyens pour pouvoir assurer leur propre subsistance uniquement, mais c'est pour s'occuper aussi des autres et de ces enfants qui sont l'avenir du monde. Je voudrais vous remercier un peu brutalement parce que le temps qui nous a imparti, il faut le restituer. Vous ne nous avez pas dit pourquoi vous avez pris le temps de nous commettre cet ouvrage sur les femmes, mais vous en avez parlé. On reviendra dessus si vous le voulez bien. Il y a tant à faire, tant à dire.
Voilà, madame, monsieur qui nous regardez, d'où que vous soyez, en particulier si vous êtes sur le continent africain, vous pouvez prendre la peine de découvrir des photos, des vidéos et des réalités qui des Comores, qui de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Dominique, Sainte-Lucie. Quelqu'un ici est né à Sainte-Lucie, c'est vous. J'en oublie. Voilà, ce peuple-là, il est presque partout et c'est très bien ainsi. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Merci.